aujourd'hui. On va enchaîner sur finalement l'alternative au traitement anticoagulant sur les patients en FA, puisqu'il y a certains patients, on l'a vu, qui ne pourront pas avoir ce traitement anticoagulant. Et donc, est-ce qu'on a des options pour ces patients? Donc ça, c'est la place de la fermeture de l'auricule gauche. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir passer assez vite. Sur le risque d'AVC, de FA, ça a été déjà mentionné. C'est évidemment un risque majeur d'AVC. 30%, 35% des patients qui ont une FA vont faire un AVC dans leur vie. Et quand on regarde la part de la FA dans les AVC ischémique, et ça augmente progressivement avec l'âge, et comme notre population de patients cardiologiques augmente, son âge moyen augmente progressivement parce qu'ils survivent à leur syndrome coronaire aigu, ils sont bien pontés, ils sont bien dilatés, et bien on a une prévalence de FA qui augmente, et donc des AVC en rapport avec cette FA. Alors un cas qui m'a été donné par Nicolas, qui est un monsieur donc de 77 ans, qui a peu de symptômes, qui est suivi et qui a comme principal antécédent une FA permanente ancienne, et qui avait fait un AIT, et ça avait été l'occasion de cet AIT que sa FA avait été découverte, et par ailleurs il a une hypertension artérielle traitée. Il a une fonction, il n'y a bien sûr pas eu d'ablation de sa FA, il est donc bien ralenti, il a une fonction ventriculaire gauche quasiment normale. Alors, première question pour voir si tout le monde a bien écouté ce qu'a dit Nicolas ce matin. Quel est son risque thromboembolique annuel? Qui dit A? Qui dit B? Alors donc il a 77 ans. Il a 77 ans, il a de l'HTA et un antécédent d'AIT. Ah oui. Alors qui dit A? Personne. Qui dit B? Personne. Qui dit C? Personne. Ah si, quand même. Ouais, et qui dit D? Tout le monde ne dormait pas pendant mon topo, c'est sympa. Et les autres ne se prononcent pas. Alors D, alors là, son risque, c'est 7%, puisqu'il a un Chade-Vasque à 5. Son Chade-Vasque, il est lié à son âge qui est à plus de 75 ans, 2 points. Il est lié à son antécédent d'AIT, 2 points. Et il est lié à son HTA, 1 point. Donc ça fait 5 points. 5 points Chade-Vasque à 5. Le risque annualisé est à 6,7%, on va dire 7%. Donc il a bien sûr, je ne reviens pas là-dessus, une indication formelle à être anticoagulé. Alors si on regarde le bénéfice des anticoagulants dans cette population, sur les études anciennes avec les AVK, les méta-analyses, le bénéfice du traitement anticoagulant, c'est une réduction en moyenne de un peu plus de 60% du risque de FA, ce qui bien sûr, du risque d'AVC, pardon, ce qui est la justification bien sûr au traitement anticoagulant. Par contre, vous le savez, il y a des risques au traitement anticoagulant, on en parle depuis le début de cette session, donc il revient 3 mois plus tard. Et il a avec un AVC hémorragique thalamique. Il n'avait pas de surdosage en AVK. Il a heureusement relativement bien récupéré. Et c'est les neurologues qui l'adressent à Nicolas pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce patient. C'est le cas que tu signalais tout à l'heure. Non pas une hémorragie cataclysmique. Il n'a pas eu de besoin de... Alors l'hémorragie, c'est la complication majeure des traitements anticoagulants, donc je ne reviens pas là-dessus. Le taux annualisé, c'est autour de 7%, donc vous voyez que c'est la moyenne pour tous les patients. Et vous voyez que Chade-Vasque, il a 7% de risque d'AVC à 5, mais il a aussi un risque hémorragique élevé, et ça concerne en particulier les patients âgés, plus de 80 ans, et qui payent le plus leur tribut, même s'ils tirent le plus grand bénéfice du traitement anticoagulant, au risque hémorragique, puisqu'ils ont un taux qui est 2 fois supérieur à la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, plus on est exposé longtemps au traitement anticoagulant, plus on a de risque de faire une complication hémorragique, mais cependant, la majorité des complications hémorragiques surviennent dans les 3 premiers mois, parce que c'est le moment où vous démasquez un substrat hémorragique, que ce soit digestif ou autre. Alors c'est important parce que quand on diminue de 60% le risque d'AVC, mais quand vous faites, encore une fois avec les AVK, avec des doses ajustées, vous avez évité 28 AVC au prix de 11 hémorragies fatales. C'est pas l'ensemble des hémorragies, mais 11 hémorragies fatales. Donc, oui, c'est important. Et si vous avez les patients sous aspirine seuls, vous allez prévenir en FA, vous allez prévenir des AVC, de façon bien moins efficace que les anticoagulants, ça on le sait, avec un risque
également d'hémorragie qui, lui, reste très élevé aussi. Donc pour 16 AVC évités, vous avez 6 hémorragies fatales. Donc il y a un prix à payer pour tout ça. C'est la cause principale de l'abandon progressif des anticoagulants. Vous voyez qu'à 3 ans, la moitié des malades ont arrêté leur traitement anticoagulant. Heureusement, ceux qui ont un SHATS très élevé, c'est pas le SHATS VASC, là c'est le SHATS, mais donc c'est l'ancien score de risque. Alors, ils abandonnent un peu moins quand ils ont un SHATS à 6, mais vous voyez quand même que la moitié des malades ont abandonné pour des raisons, parfois des très bonnes raisons. C'est une complication hémorragique. Puis parfois, c'est parce que impossibilité de prendre le traitement pour des raisons liées à l'état cognitif. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été largement décrit depuis ce matin, c'est les scores de risque hémorragique. Et l'idée importante qui a été soulignée, c'est qu'il y a beaucoup de critères qui sont évidemment que les plus hauts risques ischémiques sont les plus hauts risques hémorragiques aussi, et que donc à chaque fois, il faut encore une fois faire cette évaluation. Donc je reviens à notre patient, et donc il est envoyé à Nicolas. On lui demande qu'est-ce qu'on peut lui proposer au décours de son traitement, de son AVC hémorragique chez ce patient qui est en FA avec une indication, en tout cas cardiologique, aux anticoagulants. Donc vous avez 5 options. Qui propose un relais par les AOD? Qui propose de diminuer, laisser les AVK diminuer les INR? Personne. Qui propose l'aspirine seule? Personne. Qui propose une occlusion percutanée de l'auricule gauche? Je vous rappelle le titre du topo quand même. C'est pas parce que c'est le sujet qui qu'on peut pas propose une exclusion chirurgicale. mais je vous trouve quand même un peu timide parce qu'il y a une autre option que la fermeture de l'auricule chez ce patient, en l'occurrence, c'est qu'on peut le mettre sous AOD. Parce que quand même, les AOD, ça diminue de 50% le risque d'hémorragie. Voilà. C'est une option tout à fait possible. Donc les 2 bonnes réponses sont ça. Voilà. Donc il y avait un piège quand même. Alors pourquoi l'occlusion percutanée de l'auricule gauche? Ça se repose sur quoi? C'est que, bon, là, vous avez tous la notion qui est en partie vraie, pas totalement, qu'une grande majorité des thrombus en cas de fibrillation atriale se forment au niveau de l'auricule gauche, tout simplement parce qu'il a une structure effectivement très anfractueuse avec une circulation sanguine à bas débit et donc une stagnation qui prédispose à la formation de caillots. Et quand on regarde dans les études, dans 90% des cas, quand il y a un thrombus qui est retrouvé, il est retrouvé dans l'auricule. Ce qui ne veut pas dire que 90% sont liés à l'auricule non plus, parce que sinon, il peut se former sur la paroi de l'oreillette aussi, c'est quand même aussi un substrat thrombogène, et on ne le retrouve pas tout simplement parce qu'il est parti dans la circulation. Par contre, quand on les retrouve, c'est quasiment toujours dans l'auricule, donc il y a quand même de forts arguments pour dire que c'est un des sites, et j'ai loin de dire que c'est le seul site possible de thrombus en cas de fibrillation atriale. Alors c'est une vieille idée, l'idée de fermer l'auricule pour éviter les thrombus. Vous voyez, c'est un papier de 1949 dans le journal américain, de société américaine, qui proposait déjà de fermer les auricules par voie chirurgicale pour éviter les accidents emboliques récurrents. Vous voyez que donc c'est une vieille idée. Alors maintenant, on a d'autres alternatives. La chirurgie a évolué. Maintenant, je pense que personne ne proposera une intervention chirurgicale exclusivement pour fermer l'auricule. Par contre, on verra après dans le topo de Thierry qu'il y a des indications à le fermer quand il y a un autre geste associé. On peut maintenant fermer par voie percutanée avec différentes prothèses. Là, c'est les 2 principales prothèses. Il y en a d'autres maintenant qui arrivent sur le marché. Ce système-là qui s'appelle Emplatzer ou amulette. Et puis ce système-là qui s'appelle le Watchman, c'est une prothèse donc qui va se positionner dans l'auricule et fermer l'entrée de l'auricule. Le but est de thromboser complètement l'auricule pour éviter que les emboles partent dans la circulation. Alors comment ça se passe d'un point de vue pratique? Ça se fait sous anesthésie générale, non pas parce que c'est douloureux ou compliqué, mais c'est parce qu'il faut faire une ETO pour monitorer la procédure et que les patients doivent pouvoir tolérer l'ETO à plat sur le dos pendant une trentaine de minutes. Et donc c'est par confort évidemment qu'on fait sous anesthésie générale. C'est une ponction veineuse, on remonte par la veine fémorale, on fait un transseptal, et on tient un trou dans le septum interauriculaire, on va aller cathétériser l'auricule avec un cathéter porteur à travers lequel on va venir positionner
la prothèse, sous contrôle d'imagerie, ça c'est en salle de cathétérisme, et sous le contrôle surtout de l'échographiste qui fait le TO pendant la procédure et qui va à la fois nous aider pour faire choisir la bonne taille de la prothèse et puis pour guider le bon positionnement de la procédure et vérifier que le résultat est bon en termes de fermeture, de stabilité du système. C'est une procédure relativement rapide dans la majorité des cas. Alors, quels sont les arguments dont on dispose pour justifier l'utilisation de la fermeture de ces auricules par voie percutanée? Il y a des études randomisées, il y en a essentiellement 2, avec le système Watchman, qui est un des 2 que je viens de vous montrer. Et c'est l'étude qui s'appelle PROTECT-AF, qui a quelques années maintenant, où les patients qui avaient une indication aux anticoagulants parce qu'ils avaient un Shatz-Vask supérieur ou égal à 1, et qui étaient éligibles à la fois au traitement par antivitamine K et par fermeture percutanée, ont été randomisés pour un des deux traitements médicamenteux ou fermeture, avec comme critère principal d'efficacité l'AVC, les embolies systémiques et les décès cardiovasculaires, et puis un critère de safety qui était les complications hémorragiques. Et les embolies de prothèses éventuellement, puisque évidemment dans le groupe fermeture, c'est essentiellement ça qu'on craint. Alors c'est une étude de non-infériorité, il y avait à peu près 700 malades qui ont été inclus, et l'étude, je vous passe rapidement parce que j'en ai déjà parlé souvent, c'était une étude qui a été positive dans la mesure où la non-infériorité par rapport au traitement par AVK a été tout à fait atteinte dans l'étude, il n'y avait pas plus d'accidents ischémiques cérébraux, pas plus de décès cardiovasculaires dans le groupe fermeture par rapport aux AVK. Et il y a eu en revanche une réduction significative des complications hémorragiques dans le groupe qui ne recevait pas d'anticoagulants. Ils ont fait moins d'AVC hémorragiques, ce qui est assez logique, c'était le but de cet essai. Par contre, il y a un prix à payer qui a eu dans cette phase, j'allais dire, assez initiale, un certain nombre d'effets secondaires liés à l'implantation. Des épanchements péricardiques, des embolies de prothèses, même si c'était assez peu fréquent, mais il y en avait quelques-uns. Vous voyez ici des effusions péricardiques, il y en avait presque 5%, certaines ayant nécessité des drainages. Et puis l'embolisation des devices, il y a eu 0,6% de prothèses qui ont embolisé. Dans des études plus récentes, ce taux est encore plus faible. Je vous parlerai rapidement du registre français. Dans les suites de ça, la FDA a demandé une étude complémentaire parce qu'ils trouvaient que les patients c'était des patients à trop faible risque qui avaient été inclus dans l'étude et que la puissance était un peu trop faible. Donc ils ont demandé une étude complémentaire qui s'appelait PREVEIL. Mais c'est pareil, c'est des patients qui ne sont pas contre-indiqués aux antivitamines K, bien sûr, puisqu'ils doivent pouvoir être randomisés entre le traitement médical et la fermeture. Donc du nouveau, ils ont réinclus à peu près 400 malades. L'étude, qui était aussi une étude donc, de non-infériorité, alors le critère d'efficacité était très bas dans les 2 groupes, il n'y avait pas de différence significative, mais la puissance était insuffisante pour pouvoir atteindre le seuil de significativité pour la non-infériorité, parce qu'en fait, le nombre d'événements attendus a été beaucoup plus faible que ce que avait été prévu par les méthodologistes de l'étude. Donc, ils ont poolé les 2 études pour faire une méta-analyse sur ces 2 seuls essais randomisés qui sont à notre disposition, PROTECT-AF et PREVEIL. Et que dit cette méta-analyse? Vous voyez qu'en termes d'efficacité, c'est-à-dire prévention des accidents thromboemboliques, c'est la même chose que les AVK. Sur les AVC, si on distingue, on a moins d'AVC hémorragiques, bien sûr, dans le groupe fermeture par rapport au groupe anticoagulant. En revanche, sur les AVC ischémiques, c'est quand même, vous voyez, un peu moins efficace. Enfin, ça n'atteint pas le seuil de significativité, ou tout juste, il y a quand même un tout petit peu plus d'AVC ischémiques dans le groupe traitement par fermeture versus traitement anticoagulant. Donc c'est quand même probablement un tout petit peu moins efficace qu'un anticoagulant. Et puis après, si on regarde sur les décès, il y a plutôt moins de décès dans le groupe fermeture. Les saignements, c'est pareil. Et les major bleeding, il y en a bien sûr moins dans le groupe qui n'a pas reçu d'anticoagulant. Donc l'idée, c'est que effectivement, dans cette population
dans cette population spécifique, eh bien, c'est à peu près équivalent en termes d'efficacité, et ça donne un peu moins d'effets secondaires, un peu moins de risques hémorragiques. Donc, compte tenu de ça, vous voyez, c'est des résultats qui sont intéressants, mais pas forcément tout à fait probants, en tout cas pour le proposer en alternative aux anticoagulants. Hein. Donc, c'est clairement pas dans cette population-là que cette technique s'applique. Et la France a donc, par l'intermédiaire de l'HAS, autorisé un remboursement dans l'indication qui n'est pas du tout celle de Protect AF et de Prével, qui est justement des patients qui sont contre-indiqués aux anticoagulants. C'est des patients qui ont une indication formelle théorique avec CHA2DS supérieur ou égal à 4, comme l'a mentionné Nicolas tout à l'heure, et ils ont une contre-indication formelle et définitive aux anticoagulants. Hein, donc c'est des patients qui n'ont pas d'alternative aujourd'hui, enfin qui n'avaient pas d'alternative avant celle-là, pas d'alternative thérapeutique, et qui sont à haut risque d'événements thromboemboliques. Et ils ont demandé, bien sûr, d'essayer de consolider le niveau de preuve pour ces patients-là. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un certain nombre d'études. Il nous manque une étude randomisée versus les AOD, bien sûr, hein, puisque l'AVK n'est plus le traitement de référence de prévention des accidents emboliques dans l'AFA. Donc cette étude-là, elle est en cours, on l'attend. Elle a été très longue à faire accepter par les parties concernées, hein, puisque c'est pas évidemment tout à fait les mêmes entre les gens qui vendent des dispositifs, des devices, et ceux qui font des agents pharmacologiques. Et il nous manque une étude randomisée dans la population spécifique française. Mais on nous a demandé de faire un registre. Donc nous, on coordonne le registre à Mondor pour le premier registre qui a permis cette autorisation de remboursement. Hein. C'était un registre qui s'appelait FLAC, dans lequel on a inclus 800 patients ont été inclus, dans les 36 centres qui faisaient cette procédure au moment du démarrage. Donc là, je vous présente les données françaises, hein, sur la première cohorte française. Actuellement, il y a un deuxième registre en cours qui s'appelle FLAC2, qui inclut maintenant 1000 patients, et pour lequel on aura des données intéressantes, mais pas avant quelques mois. Donc, vous voyez qu'en France, l'âge moyen des gens qui sont implantés, c'est 75 ans. C'est des gens, évidemment, la grande majorité, ce sont des indications d'anticoagulants pour de l'AFA. Vous voyez que 40% des malades ont fait déjà un AVC. On est déjà pour beaucoup dans de la prévention secondaire. Et c'est des patients qui ont fait beaucoup d'antécédents hémorragiques, ce qui justifie leur contre-indication aux anticoagulants, même si à l'époque de ce registre, il n'y avait pas de limitation dans l'indication des malades. Mais vous voyez que 95,6% des patients qui sont rentrés dans ce registre et qui ont eu la procédure de fermeture en France ont comme indication ce qui a été finalement retenu par l'HAS, c'est-à-dire contre-indication aux anticoagulants au long cours. Il y a eu quelques malades, 4%, qui ont eu des récidives d'accidents emboliques malgré un traitement anticoagulant bien conduit. C'est une population très intéressante, mais pour laquelle on n'a pas de remboursement aujourd'hui parce que tout simplement, on n'a pas assez de données. Donc je pense qu'à partir de FLAC 1 et de FLAC 2, on aura quelques malades dans ce groupe-là et on pourra demander une extension d'indication. Et donc finalement, ce qui se faisait avant l'autorisation ressemble beaucoup à ce qui a été autorisé. Le taux de succès d'implantation, vous voyez, c'est 98,5%. Une répartition entre les deux prothèses, ça, c'est pas très intéressant. Et puis, il y a quelques malades, donc 1,5% pour lesquels on ne peut pas faire l'implantation. Généralement, la cause principale, c'est parce qu'ils ont une anatomie de l'auricule qui est très variable. Les auricules, quand on commence à regarder, il y a plein de formes différentes. Et il y en a qui ont vraiment une anatomie qui n'est pas compatible avec une fermeture percutanée. Et puis certains avaient du thrombus dans l'auricule, qui est une contre-indication à la procédure. Ou bien alors qu'il y avait eu une complication au moment du geste, du transseptal par exemple, avec une tamponnade qui a fait interrompre le geste. Vous voyez que quand même, dans l'immense majorité des cas, on peut mettre en place ce système. Vous voyez la durée moyenne de procédure, hein, c'est un peu moins d'1 heure. Je vais avancer là-dessus pour aller plus rapidement à la suite. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, hein, puisqu'on a maintenant presque 20 mois de suivi sur cette première cohorte. Le taux de récidive d'accident thromboembolique, il est de 3,3%, hein, annualisé. Si on regarde, on n'est bien sûr pas dans une étude randomisée, une étude observationnelle, si on compare par rapport au taux attendu en fonction du score CHA2DS, ça fait une réduction de, vous voyez, 54% du risque
théorique d'AVC par rapport donc au taux attendu. C'est très probablement le plus proche de la réalité, puisqu'il y avait d'autres essais faits par les industriels. Là, c'est pas du tout un essai industriel, c'est un essai académique. On a plutôt 70% de réduction. Là, je pense que la réalité, c'est plutôt de cet ordre-là. Vous voyez, donc 54%. On est à peu près dans le taux de réduction des AVC qu'on obtient sous anticoagulants. Ça veut dire qu'il faut traiter 25 patients pour éviter un AVC. Si on regarde les patients continuent à faire des complications hémorragiques, même si on leur a arrêté le traitement anticoagulant, mais ils ont des H-bled, vous voyez, supérieurs à 3 en moyenne, et ils font des saignements intracrâniens, gastro-intestinaux, Hauser, donc d'autres étiologies, sachant que c'était pour ces raisons-là qu'ils avaient été contre-indiqués aux anticoagulants. Et on regarde la mortalité annuelle, elle est de 10% par an dans cette population. C'est des patients âgés, on a dit plus de 75 ans, avec beaucoup de comorbidités. Et quand on analyse les causes de décès, ils meurent un peu de tout, de causes cardiovasculaires. Je ne parle pas de décès, bien sûr, liés à la procédure. Ils meurent essentiellement de causes cardiovasculaires, ils meurent de causes non cardiovasculaires et de leur comorbidité pour presque dans la moitié des cas. Donc c'est vraiment des populations à haut risque d'évolution défavorable à court terme. Et c'est justement pour ça qu'ils ont des contre-indications aux anticoagulants souvent, c'est pour les mêmes raisons. Alors, donc en conclusion, et je vais laisser la place à Thierry pour la partie fermeture chirurgicale, on a à peu près, donc vous voyez, 50 à 55% de réduction du risque thromboembolique dans cette population à très haut risque. C'est des patients avec une haute comorbidité, certainement c'est l'évaluation pré-indication des patients, elle mérite sûrement d'être rediscutée en staff. Donc nous on a fait des RCP neurocardio très régulièrement, parce qu'une grande partie de ces patients viennent de la neurologie pour évaluer le bénéfice-risque de chacune des indications. Mais c'est une thérapeutique qui est tout à fait quand même intéressante à avoir dans son arsenal, et de bien connaître les indications potentielles de ces malades pour pouvoir les référer, alors que jusqu'à maintenant on les laisse un peu dans la nature. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Emmanuel. Compte tenu de l'horaire, je propose qu'on enchaîne avec Thierry, à part s'il y a une question vraiment urgente.